Alors, durant la première phase de développement du projet, nous avions demandé à Simon Gronowski de bien vouloir nous raconter in situ son parcours de son arrestation et de son évasion à son retour à Bruxelles. Les deux magnifiques journées passées en sa compagnie, les 11 et 31 mai 2021, ont été filmées par Angelo Mera, qui est là, qu'on remercie encore beaucoup, caméraman au War Heritage Institute, mes collègues Stéphanie Perrin, Sarah Timperman et Yannick Van Praag l'ont, dans la foulée, enregistré en studio. En introduction alors aux voix des témoins que nous écouterons dans quelques instants, dans quelques minutes, ensuite de Laurence Schramm, nous souhaitions vous présenter la séquence suivante, centrée sur son évasion. D'une durée de 15 minutes, elle a été élaborée pour cette journée d'études par Stéphanie Perrin, qui se trouve là à la caméra, à partir d'extraits des deux enregistrements. Moi, je me dis que là où je marche maintenant, il y a des milliers de personnes qui sont passées dans un train pour la mort. Et puis alors, donc, j'ai quitté cette caserne de malheur dans un silence de mort. Il n'y avait pas de panique. Les gens rejoignaient leur wagon, résignés, voûtés. Et puis je suis arrivé rapidement devant ce wagon qui me paraissait immense, béant, immense. Parce que là, il n'y avait pas de quai. Et puis j'étais petit, hein. Alors je suis arrivé là, il y avait un peu de paille par terre. Il n'y avait pas de lumière artificielle. La lumière n'arrivait que par deux petites ouvertures. Déjà en plein jour, c'était sombre. Et la porte coulissante s'est fermée dans un grand bruit métallique. J'étais donc enfermé dans un wagon à bestiaux ou de marchandises, je ne sais pas, du 20e convoi, le 19 avril 1943, avec ma mère et 50 autres personnes autour de moi, et leurs petits bagages, et leurs gémissements. Et je ne comprenais rien à ce qui se passait. Rapidement, après le départ, j'ai senti que le train s'arrêtait. J'entendais que des gens couraient le long, je voyais rien, mais j'entendais que des gens couraient le long du train en hurlant et en tirant des coups de feu, en hurlant en allemand. J'ai su après la guerre ce qui s'est passé. Vous le savez, c'était l'attaque à Boort-Meerbeek. Haar zoontje toen, wat verder op de treden van de wagon geplaatst. van de wagon geplaatst. Dus, Comment ça veut dire ça? elle a mis son fils qui avait 11 ans un peu plus loin donc, dans le trajet sur les marches du wagon. Ah d'accord. Treden, ça veut dire? Treden, la marche. La marche. Le triplank. Oui, pour aller. Le marchepied. Marchepied, oui, ça. Ah oui. Le train est reparti et je suis tombé endormi dans les bras de ma mère avec l'impression que les hommes de mon wagon, détenus comme moi, déportés comme moi, encouragés par le bruit qu'ils avaient entendu, et qui signifiait qu'il y avait quand même une résistance.
essayer d'ouvrir la porte de l'intérieur. À un moment donné, ma mère me réveille, le train roule et la porte est ouverte. Elle me prend par la main, elle me conduit vers la porte. Là, j'attends mon tour. 2, 3 personnes sautent devant moi, dont une femme. Et quand c'est mon tour, ma mère me fait asseoir au bord du train, au bord du wagon, et puis elle me fait descendre jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marchepied. Là, elle me tient solidement par les vêtements et par les épaules, et moi je me tiens de la main droite à l'arête du plancher et de la main gauche à une barre métallique verticale que je trouve. Et je me redresse debout sur ce marchepied. Mais quand je suis sur le marchepied, j'ose pas sauter, le train va trop vite. Et les derniers mots que j'ai entendus de ma mère, elle m'a dit, en yiddish, le train va trop vite. En yiddish. C'est les derniers mots que j'ai entendus de ma mère, de ma vie. Ça, c'était le rail. C'est ça? Oui. Mais moi, je ne suis jamais venu ici, hein. J'ai situé ça ailleurs. Moi. Ah oui, où ça? C'était... Mais d'autre côté, quand on calcule le freinage, je ne sais pas combien de temps ça prend pour freiner, s'il voulait freiner pour s'arrêter à Barcelone, il aurait dû commencer à freiner ici. Et donc, ça correspond avec une diminution de vitesse. Enfin, moi, écoutez, moi je ne sais pas dire plus. Hein. Je voulais... On va voir l'autre côté. On va voir. Tout ce que tu veux, okay. On descend. Oui. Parce qu'ici, tu sais encore continuer 50 mètres, mais tu ne peux pas aller jusque là-bas. Ça va aller. Ce sont des grosses marches. Hein. Et puis, à un certain moment, le train ralentit et j'ai sauté. J'atterris souplement sur le ballast. Et là, j'attends ma mère. Je crois qu'elle va sauter également. Je l'attends. Tout d'un coup, le train s'arrête complètement. Ce train, c'est une grande masse sombre dans la nuit, sifflant, crachant sa vapeur. Et tout d'un coup, j'entends les gardes. J'entends que des gardiens viennent de l'avant dans ma direction. Moi, j'étais plutôt en fin de convoi avec mon numéro 1234 sur 1600 personnes qui viennent dans ma direction en tirant des coups de feu, en hurlant, en allemand. Ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon, pour rejoindre ma mère et pour ne pas être pris en faute. Et pour faire ça, j'aurais dû aller dans leur direction. Et tout d'un coup, dans un moment inexplicable, j'ai tourné à gauche. Et j'étais au-dessus d'un ravin, d'un tertre. Donc j'ai dû rouler jusqu'en bas. Bien, peut-être 4-5 mètres de dénivellation. Je roule. Je me fais pas mal et je commence à courir. Et pendant longtemps, j'ai entendu des coups de feu et des hurlements. Je me croyais poursuivi. Je ne l'étais pas. Et puis à un moment donné, c'était le silence. Le train était reparti. Et moi, j'étais là. Mais j'avais jamais été jusqu'ici. Je pense que je vais... À un moment donné, ce chemin croise un autre. Une rue, je ne sais pas quoi. Regarde, là, il y a une route. Hein. Voilà, il y a une voiture qui vient de passer. Oui. Oui, mais ça c'est... J'ai reconstruit ça après la guerre, hein. Mais fatalement, je ne sais vraiment pas déterminer l'exact endroit. Mmh. Moi, j'ai sauté car j'ai obéi à ma mère. Si elle m'avait dit de rester avec elle, je n'aurais pas sauté. Je serais resté avec elle et je serais mort avec elle dans la chambre à gaz. Et si j'avais su qu'elle ne sauterait pas, je n'aurais pas sauté. Si le train va dans cette direction, je saute du côté gauche.
Et je cours dans les champs, dans les bois, et je vois un grand château. Il y a, si tu veux, comme un petit parc qui entoure le château. Et là, je me suis trouvé. Ouais. Et j'ai dû, c'était ici, on voit. Quelle belle région. Hein, C'est magnifique. Je cours dans les bois, je vois une pancarte avec le nom d'une localité, un panneau, Kuttekoven. Je me trouve devant un grand château. Là, je ne vais pas parce que souvent, c'est les grandes maisons, les châteaux étaient occupés par les nazis. Je ne vais pas là, je vais à gauche, je continue à courir dans les bois. Et je scandais ma course en chantonnant un air qui était très connu pendant l'occupation, In the Mood, un morceau de Glenn Miller. Et je courais, et je me disais, ces nazis, ils sont bêtes, mais il ne faut pas me faire reprendre. Ils viennent, ils viennent. Et finalement, je me suis trouvé quand même dans un petit parc, dans un petit bois, et je vois dans le lointain, je vois une grande ombre, une grande maison. C'était un château. Dans la nuit, c'était une grande ombre. Ah, d'accord. Parce que dans la nuit, je ne distinguais pas une maison. J'ai dû m'approcher, quand je me suis approché, j'ai vu qu'il s'agissait d'un grand immeuble. Alors là, évidemment, je n'ai pas été. C'est drôle, ça. Ce château que j'avais évité, et puis j'avais été de nouveau devant ce château. Et puis alors, j'ai quitté ce bois, j'ai couru et je suis arrivé dans ce village de Berlingen où j'ai sonné. Et là, je choisis une maison qui m'inspire confiance, une petite maison d'ouvrier. Je sonne. Une dame vient m'ouvrir. Donc, elle ouvre la porte, elle voit un gamin, plein de boue, les vêtements déchirés, à 7 h du matin, je ne sais pas à quelle heure. J'ai pas de montre. Et à ce moment-là, je lui dis, madame, j'ai joué près d'ici, avec des enfants, à Kuttekoven. Je me suis perdu. Et je vais retourner à Bruxelles chez mon père. Ça ne tenait pas debout comme explication. Que faisait un petit francophone en pays flamand, les vêtements pleins de boue, déchirés, à 80 km de Bruxelles? Enfin, cette dame ne me pose pas de questions. Elle appelle son voisin, ou elle me conduit chez le voisin, je ne sais pas. Et ce voisin me prend sur son vélo, c'était le garde champêtre. Il prend son vélo et me conduit. Elle lui dit, « C'est un verloren kind ». Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant perdu? On l'amène à la police. Il m'amène, il me dépose dans le salon d'un monsieur. Quand je le vois avec son uniforme et son revolver, un gendarme belge, pour la première fois de la nuit, j'ai été pris d'une frayeur terrible. Je me dis, mais celui-là va me ramener à la Gestapo. Et alors il me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il ne connaissait pas l'histoire du train. J'ai dit, mais j'ai joué, je me suis perdu. Et il me pose constamment la question, je réponds toujours, j'ai joué, je me suis perdu. Il ne me croit pas, il me confie à sa femme, et il va à la gare, et là il apprend l'histoire du train. Il y avait 3 victimes de mon wagon, dont une femme. Il revient, et ce monsieur me dit, je sais tout,
Tu étais dans le train des Juifs qu'on emmenait en Allemagne. Ils ne savaient pas encore que c'était en Pologne. Hein. Tu t'es sauvé. Tu ne dois pas avoir peur. Je suis un bon Belge. Je ne veux pas te dénoncer. Entendant ces mots, je suis tombé dans ses bras en pleurant, en lui parlant de ma mère. Sa femme m'a donné à manger, un bain parce que j'étais plein de boue. Et comme je devais rentrer à Bruxelles, mais pas à pied évidemment, avec un autre train, et que je vais être habillé correctement pour ne pas me faire remarquer, et que mes vêtements étaient tout à fait abîmés, elle m'a donné le costume de son petit garçon. À ce moment-là, le gendarme Jean Hartz a appelé Peter qui était ici, parce qu'il avait confiance en lui, il lui a demandé de me conduire à vélo à la gare de Kortenbos. Il n'osait pas me déposer à la gare de Borloo, il supposait qu'il y aurait des contrôles là. Il a voulu choisir autre chose par sécurité. Et Peter m'a pris sur son vélo et m'a conduit. J'avais l'air tellement affolé dans le train, parce qu'on voyait toujours des faits de gendarmes sur le quai quand le train s'arrêtait aux petites gares. Et les gens disaient, il paraît qu'il y a eu du grabuge hier avec un train de juifs. Je suis arrivé à la gare de Schaerbeek et je faisais déjà des plans de fuir par l'arrière de la gare, s'il y avait un contrôle. Mais je regarde à travers la salle des pas perdus et je vois qu'il n'y a pas de contrôle. Alors, je sors la gare et j'étais libre, j'avais réussi. Là, je prends le tram numéro 5 qui passe devant la gare, qui me conduit place Jourdan à Etterbeek. Là, je prends le tram, ou le bus, je ne sais pas, 35, qui me conduit dans mon quartier à Etterbeek. Le quartier s'appelle La Chasse. Et quand je prends le tram, je me tiens à côté du watman, le conducteur. Parce qu'à l'époque, les trams marchaient avec une manivelle. Il faut tenir une manivelle pour avancer. J'étais à côté. Je regardais fixement vers l'avant, parce que souvent, il arrêtait des trams. Et je me disais, si jamais je vois quelque chose de dangereux au loin, je saute du tram. J'ai sauté d'un train, je peux sauter d'un tram. Voilà comment je raisonnais. Et puis je suis arrivé dans mon quartier, j'étais chez Mme Bouffard. Quand elle m'a vu, elle a poussé un cri. « Toi ici, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai sauté du train. Et maman, je ne sais pas, elle va peut-être arriver par un autre chemin. Elle m'a conduit chez mon père, chez Delsart, que j'ai retrouvé.